La deuxième session de la matinée va commencer et va traiter donc de l'axe 1 qui s'appelle vulnérabilité du bassin de la Seine et de ses territoires face au changement climatique. Comme toujours, je vais laisser la parole aux deux animateurs d'axe présents, donc Julie Gobert et Nicolas Flippo, qui vont vous présenter un petit peu quels seront les résultats de recherche qui seront présentés cette matinée, et ainsi que la réflexion générale qui est portée au sein de l'axe. Merci, bonjour, rebonjour. Je vous invite à prendre place très rapidement parce que sinon on ne va jamais manger, on va tous finir sur les rotules. Donc on est vulnérable à l'absence de liquide et de nourriture très très fortement. Bon. Donc nos estomacs nous demandent d'aller assez rapidement. Donc on va sans transition introduire notre premier orateur de la matinée sur cette session de la vulnérabilité du bassin au changement climatique. Et puis on prendra les questions au fur et à mesure et on essaiera de finir le plus proche possible de 13h10 comme indiqué au démarrage. Donc Julien Bouet est notre première intervenant de la matinée, de la session, pardon, et il va nous parler de ce qui se passe en termes de projection hydroclimatique et de ce qui est mobilisable dans le bassin de la Seine de manière crédible. À toi, Julien. Merci. Donc bonjour, je vais vous faire une petite synthèse des résultats des projections hydroclimatiques sur le bassin de la Seine de diverses origines, des études depuis à peu près une dizaine d'années. Donc c'est moi qui présente, c'est des travaux qui ont été réalisés par Juliette Demand qui finit sa thèse au CSI en ce moment. Donc comme toutes les sciences hydroclimatiques produisent beaucoup d'études, de données, c'est sans cesse en évolution, c'est sans cesse renouvelé. Si vous avez suivi les choses depuis une petite dizaine d'années, vous avez peut-être entendu parler des CEMIP 5, CEMIP 6, Eurocordec, Explore 2, Dayon et Toll, Explore 2070, Soke et Toll 2025. Donc beaucoup d'études qui peuvent donner des informations sur ce qui se pourrait se passer sur le bassin de la Seine. La question qui se pose, c'est comment obtenir une information utile et utilisable en pratique à partir de cette masse de données. Des données, ce n'est pas une information. Pour avoir une information à partir de données, il faut les synthétiser, les interpréter, les critiquer, les combiner. Et ça, c'est beaucoup de travail. Donc ici, je me suis plutôt intéressé à la première étape, l'étape de synthèse. On a essayé de dégager une vision globale un peu des différentes projections hydroclimatiques sur le bassin de la Seine depuis une dizaine d'années. Et c'est en partie pour répondre à des questions que j'avais par beaucoup d'acteurs du bassin qui me demandaient comment cette étude se place par rapport à celle-là et ce genre de choses. Donc comme je l'ai dit, on s'intéresse aux projections hydroclimatiques sur le bassin de la Seine issues des principales études depuis plus de 10 ans. Donc d'abord, pour comprendre les résultats un peu, il faut voir comment on étudie les impacts du changement climatique sur l'hydrologie. Donc on part de scénarios de forçage, de l'évolution des gaz à effet de serre au cours du XXIe siècle, qui disent comment, par exemple, la concentration de dioxyde de carbone pourrait évoluer dans les prochaines décennies. Ces scénarios sont basés sur des scénarios socio-économiques d'évolution potentielle de la société. Une fois qu'on a ces scénarios, on peut utiliser des modèles climatiques globaux. Donc c'est des modèles qui couplent un modèle d'océan, d'atmosphère, de surface continentale, de cryosphère. Et avec en entrée ces scénarios d'évolution des gaz à effet de serre, ils peuvent simuler l'évolution du climat en réponse à ça. Ces modèles climatiques globaux sont extrêmement complexes, donc il y a beaucoup de sous-modèles, et donc leur résolution à l'heure actuelle est limitée. Donc en moyenne, c'est de l'ordre de 150 km, on pourrait dire, mais ça va entre 50 et 400 selon les modèles dans le monde. Et évidemment, c'est une résolution bien trop limitée si on s'intéresse aux impacts à l'échelle locale. Donc pour s'intéresser aux impacts à l'échelle locale, on est obligé de mettre en œuvre des méthodes de désagrégation ou de régionalisation, ou downscaling en anglais. Donc il y a deux types d'approches, les approches statistiques et dynamiques. Donc les approches statistiques, ça consiste à construire à partir d'observations dans le climat présent, donc une relation statistique qui lie les variables de grande échelle climatique et les variables à haute résolution qui sont nécessaires à notre étude d'impact. Et après, on peut utiliser les données de modèles climatiques globaux à basse résolution en entrée de cette méthode statistique pour dériver les variables qui nous intéressent dans le climat futur. Ou on a ce qu'on appelle aussi la désagrégation dynamique, donc ça consiste à utiliser des modèles climatiques régionaux. Donc un modèle climatique régional, en fait, on va juste prendre la partie atmosphérique d'un modèle climatique global, on va la prendre juste sur un domaine limité, donc par exemple l'Europe de l'Ouest, et le fait de faire ça, c'est déjà beaucoup moins coûteux en temps de calcul, donc on peut augmenter la résolution. Par contre, on a besoin de forcer ce modèle climatique régional aux frontières et à la surface par les données qui viennent d'un modèle climatique global. Et à l'heure actuelle, les modèles climatiques régionaux ont une résolution à peu près de 12 km.
Une fois qu'on a fait ça, on n'a pas forcément encore fini. Même dans les données désagrégées, il peut y avoir des biais importants et qu'on a envie de corriger avant de forcer notre modèle hydrologique. Donc ça, c'est l'étape de correction de biais. Et une fois qu'on a fait tout ça, on peut forcer nos modèles hydrologiques, comme le modèle Kawax, par exemple, sur le bassin de la Seine, qui est bien connu dans le cadre du Pyrénées-Seine. Donc on voit qu'il y a vraiment une multitude d'outils dans ce type d'études, des modèles globaux, régionaux, hydrologiques. C'est intéressant de voir, et il faut le noter, qu'en fait, que tous ces modèles produisent des changements hydroclimatiques, des changements d'évapotranspiration, d'équivalent de débit ou d'équivalent de débit. Donc il y a une information qui est multiple, à différentes échelles, et qui peut être complémentaire en partie. Donc évidemment, pour faire de l'hydrologie fine, on a besoin de modèles hydrologiques qui représentent finement certains processus critiques, comme les aquifères sur le bassin de la Seine. Par contre, les modèles globaux, ils ne sont pas inintéressants non plus, parce qu'ils ont un couplage entre la surface et l'atmosphère. Donc un modèle hydrologique, on lui donne des variables atmosphériques, qui va calculer l'évolution de l'hydrologie de surface, mais l'hydrologie de surface ne va pas rétroagir sur l'atmosphère. Par contre, dans un modèle climatique, c'est possible. Et les modèles climatiques globaux ont aussi une représentation souvent plus fine des processus liés à la végétation. Donc, ils peuvent prendre en compte, par exemple, l'effet de l'augmentation de dioxyde de carbone sur la végétation, qui peut après jouer sur l'hydrologie. Donc là, je vais vous présenter très rapidement toutes les données étudiées par Juliette. Donc, tout en haut, on a les modèles climatiques globaux, les modèles CIMIP 6 de nouvelle génération, les modèles CIMIP 5 d'ancienne génération. Donc, sur la branche de gauche pour vous. Donc là, on a ces 36 modèles CIMIP6 dont on va regarder les résultats directement. Après, on a les simulations. La chaîne après, c'est les simulations qu'on a fait dans le cadre du Pyrénées-Seine sur la phase précédente. Donc on a désagrégé ces modèles CIMIP6, 4 modèles par une méthode de désagrégation hybride. Et après, on a fait des simulations avec Kawax. Après, on a les modèles CIMIP5, donc aussi regarder les résultats de ces modèles CIMIP5. On a les résultats de Dayon et Toll. Donc Gilda Dayon est un étudiant en thèse avec moi il y a quelques années, où on avait désagrégé ces simulations CIMIP5 avec une méthode de désagrégation statistique, et on avait forcé le modèle ISBA-MODCU sur le bassin de la Seine. Ça, c'était à peu près au moment où le plan d'adaptation du bassin avait été réfléchi. Après, ces modèles CIMIP5 ont aussi été désagrégés dynamiquement dans le projet européen Eurocordex, donc les modèles climatiques régionaux. Et ces données ont été utilisées dans l'étude Explore 2, donc l'étude de l'évolution du cycle hydrologique à l'échelle de la France, qui est sortie il y a très récemment, qui a mis en jeu beaucoup de modèles hydrologiques. Donc dans cette étude Explore 2, il y a 2 types de méthodes de correction de biais qui ont été mises en œuvre, ADAMON et CDFT. Peu importe le détail, moi ici je vais vous présenter les résultats surtout obtenus avec ADAMON, et parce qu'il y a plus de modèles hydrologiques qui ont été forcés avec cette approche. Et dans Explore 2, il y a beaucoup de modèles hydrologiques qui ont été utilisés. Et aussi, on peut regarder les modèles de l'autre côté, on peut regarder les résultats des modèles hydrologiques, des modèles climatiques régionaux, pardon. Donc ici et par la suite, donc je m'intéresse au bassin de la Seine à Pose, donc le plus grand possible, parce qu'il y a des données à différentes résolutions, donc on prend vraiment le plus grand bassin pour quelque chose qui soit le plus comparable possible. On s'intéresse au scénario, donc désolé du barbarisme, RCP 8.5 et SSP 5.8.5. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que c'est les scénarios les plus sévères. L'intérêt, c'est plus le scénario est sévère, plus les changements climatiques vont être forts, logiquement, et plus les différences entre les différents outils vont être importantes. Donc là, comme vous voulez regarder les différences entre les différents outils, on a intérêt à maximiser ça. Et pour pas mal de variables, j'ai principalement m'intéresser aux moyennes annuelles, parce que les changements saisonniers avec certains types d'outils en fait, sont forcément mal reproduits. Par exemple, les modèles climatiques globaux qui ne prennent pas en compte les aquifères, ils ne vont pas être capables de simuler correctement ce qui se passe pour les étiages. Donc là, on s'intéresse principalement à l'échelle annuelle. Donc sur ces graphes, vous allez souvent les voir venir sous cette forme-là. Vous avez ici les changements de précipitation annuels entre 2070, 2099 et 1967, 2005. Donc ça, c'est sur le bassin de la Seine à Pose. Et vous avez les distributions obtenues pour les différents outils sur l'axe des X. Donc vous avez les outils CIMIP6, les simulations Kawax qu'on a fait dans le cadre du Pyrénées-Seine, les simulations CIMIP5, les simulations hydrologiques de Dayon et Toll, les simulations hydrologiques, les simulations climatiques régionales Cordex, et les simulations faites dans le cadre de Explore 2. Et donc sur ces graphes, vous avez la distribution. Donc on a déjà vu ce type de boîte à moustachière avec le trait au milieu, c'est la médiane. Vous avez le 25e et le 75e quantile, et après les maximums et le minimum. Donc par exemple dans ces MIP6, là vous voyez 36, c'est le nombre de projections qui ont été regardées, et la boîte verte, c'est la distribution de ces 36 projections avec différents modèles.
Et donc on a à peu près ça pour tous les outils, sauf pour Kawax, parce qu'on n'a fait que 4 simulations avec Kawax. Donc là, je présente directement les points, donc les valeurs des simulations. Donc maintenant, on peut comparer ce qui se passe. Donc au niveau des précipitations annuelles sur le bassin de la Seine, on voit que dans les différents outils, on a en termes de médiane, par exemple, on a certaines différences. On voit que dans les modèles climatiques globaux, CMIP6, CMIP5, on a plutôt de faibles changements de précipitation. On retrouve ça dans nos simulations Kawax, parce qu'on les a choisis pour représenter un peu ce qui se passe dans CMIP6. On voit que, par contre, les changements de précipitation les plus forts sont obtenus dans les simulations Explore 2, avec une augmentation sur le bassin de la Seine de 10% en médiane. Et on voit que dans l'étude de Deyon et al, on avait des augmentations de 5% en médiane. Donc il n'y a pas une différence énorme entre les différents jeux de données, mais on peut quand même commencer à avoir quelques différences. Donc pour les précipitations, contrairement à ce que j'ai dit, je vais vous présenter les changements saisonniers, parce que ça a un sens pour les précipitations, et en plus on sait bien que sur la Seine, en fait, il y a des contrastes saisonniers très importants entre ce qui se passe en hiver et en été. Donc ici, je vous présente les changements de précipitations en hiver à gauche et en été à droite. Donc globalement, tous les outils s'accordent sur une augmentation des précipitations, au moins en médiane, sur le bassin de la Seine en hiver, avec des changements en médiane qui vont de 20% dans les modèles CMIP, enfin même 10-15% dans les modèles CMIP5 jusqu'à 30% dans les simulations Explore 2. À l'intérieur de chaque outil, on voit qu'il y a une dispersion qui peut être assez importante. Par exemple, pour CMIP6 à Goff, on peut aller de 0 à 50%. Donc des incertitudes à l'intérieur des outils qui sont loin d'être négligeables. Mais quand même un accord globalement sur une augmentation. En été, on a un accord sur une diminution dans tous les outils, qui va en gros en médiane de moins 30% à moins 20%, donc des choses aussi robustes. Mais encore une fois, à l'intérieur des outils, vous pouvez voir qu'on peut aller de moins 60% à 0%, par exemple, pour ces 1006. Et on voit qu'on peut obtenir, par exemple dans Explore 2, dans Cordex, on peut obtenir quelques modèles, au moins un modèle où on a une augmentation des précipitations en été. Donc l'évolution des précipitations, c'est très important pour l'évolution des débits, mais ça ne fait pas tout. L'évolution de l'évapotranspiration, c'est aussi critique. Et avant de regarder l'évolution de l'évapotranspiration, ce qui est utile de regarder, c'est l'évolution de l'évapotranspiration potentielle. Donc l'évapotranspiration potentielle, c'est l'évapotranspiration qui aurait lieu si la surface était parfaitement humide et pouvait alimenter la demande évaporative. Donc ici, vous avez représenté en bas à gauche l'évolution de l'évapotranspiration potentielle, et au-dessus l'évolution de la température, parce que la température, c'est un élément important de l'évolution de l'évapotranspiration potentielle. Donc en haut à gauche, vous avez les changements de température dans les différents jeux de données. Donc vous voyez qu'à l'échelle annuelle, on a des changements de l'ordre de 4-5 degrés, un peu plus fort dans les modèles CMIP6, donc à peu près 5 degrés en médiane, un peu plus faible dans Cordex, de l'ordre de 3,5 degrés. Ça, on avait déjà montré ça dans une autre étude, et on avait plutôt montré que les changements plus forts de CMIP6 étaient plutôt plus réalistes pour ces changements de température. Maintenant, si on s'intéresse en dessous à l'évapotranspiration potentielle, on voit que cette évapotranspiration augmente dans tous les outils. C'est logique, hein, dans le climat futur, la température augmente, on a plus d'énergie à la surface, donc on peut plus évaporer s'il y a de l'eau à la surface disponible. Et donc cette augmentation d'évapotranspiration potentielle est de l'ordre, selon les outils, de 20 à 40%. On voit que dans l'étude Deyon et al, on avait une très forte augmentation de l'évapotranspiration potentielle. Là, je pense que c'était dû à la méthode de désagrégation statique qu'on avait employée. Et on voit par contre que dans Explore 2 ou dans nos simulations Kawax, l'évapotranspiration potentielle augmente moins, avec des augmentations de l'ordre plutôt de 20%. Donc ça, maintenant qu'on connaît comment l'évapotranspiration potentielle peut évoluer, à droite vous avez les changements d'évapotranspiration réelle, totale. Donc on voit qu'on retrouve dans Deyon une forte augmentation d'évapotranspiration totale, qui est très fortement liée probablement à la forte augmentation d'évapotranspiration potentielle dont vous avez parlé précédemment. L'évapotranspiration potentielle augmente, donc on va augmenter l'évapotranspiration, parce que visiblement dans ce modèle, on peut alimenter l'évapotranspiration. Donc une évapotranspiration qui augmente de 10% dans ce modèle, et une augmentation d'évapotranspiration, ça fait moins d'eau pour ruisseler à la surface. Donc l'évolution des débits, ça dépend de l'eau qui arrive à la surface, donc les précipitations, et l'eau qui en part, l'évapotranspiration. Donc si l'évapotranspiration augmente, votre surface, elle perd plus d'eau, et donc ça va se ressentir sur les débits. Une fois qu'on a dit ça, pour les autres simulations, on a plutôt des changements pour les modèles climatiques CMIP6, CMIP5 assez faibles, un peu plus forts, des augmentations un peu plus fortes dans les simulations Explore 2. On voit que dans les simulations Kawax, par contre, on a, dans les 4 simulations, on a soit pas de changement, soit une diminution d'évapotranspiration.
On n'a pas de simulation avec une augmentation d'évapotranspiration dans ces simulations-là. Donc maintenant qu'on a vu comment évoluer les précipitations à gauche, donc je vous ai remis le graphe de précipitation à gauche, et comment évoluer l'évapotranspiration à droite, avec le graphe que je viens juste de vous montrer. En bas, vous avez le changement des débits, ou d'équivalent des débits dans les différents jeux de données. Et donc là, on voit que globalement, on peut dire qu'il y a moins de différence sur les débits que pour les précipitations et pour l'évapotranspiration. En fait, c'est que souvent, on a une compensation entre les différences d'évapotranspiration et les différences de précipitation. Par exemple, dans Dayon, on voit qu'on a une plus forte augmentation d'évapotranspiration par rapport à Explore 2, mais on a une plus faible augmentation de précipitation, ce qui fait qu'au final, les différences de débit sont un peu plus faibles que ce qu'on pouvait avoir sur l'évapotranspiration. Donc globalement, tous les outils, ils nous disent qu'en moyenne annuelle, sur le bassin de la Seine, les changements sont faibles, faiblement négatifs ou faiblement positifs. Donc là, il y a quand même un accord assez là-dessus, mais on voit qu'à l'intérieur des outils, on a une dispersion qui est très forte. On peut aller de moins 50% dans CMIP6 et dans Explore 2 aussi d'ailleurs, jusqu'à plus 60% dans les simulations Explore 2. Donc on n'a pas des différences majeures entre les outils, mais quand même à l'intérieur de chaque outil, on a des dispersions qui sont vraiment très fortes, malheureusement. Donc là, vous avez présenté les changements à l'échelle annuelle, mais évidemment, si vous voulez regarder les impacts, vous avez besoin d'aller regarder les changements saisonniers, les changements de crue, les changements de sécheresse. Et donc là, vous avez vraiment besoin de modélisation hydrologique. Et donc là, je vous présente le changement du cycle saisonnier, obtenu avec différents modèles hydrologiques dans le cadre du projet Explore 2. Sur l'axe des X, vous avez les différents mois de l'année. Vous avez sur l'axe des Y les changements. Chaque ligne correspond à un modèle hydrologique. Et l'espace coloré correspond à la dispersion des différentes simulations des résultats hydrologiques obtenus avec différentes simulations climatiques pour ce modèle hydrologique. Voilà. Donc, on peut constater que globalement, on a des contrastes saisonniers qui sont très, très importants sur le bassin de la Seine, avec des augmentations plutôt en hiver et des diminutions en été. Donc, ce contraste saisonnier, c'est directement lié au contraste qu'on a pu voir sur les précipitations. Par contre, on voit qu'il y a quand même des modèles hydrologiques qui sont forcés par le même modèle climatique, il y a des incertitudes importantes qui demeurent. Par exemple, on voit qu'en octobre, on peut aller de 0% de changement jusqu'à moins 40% selon le modèle hydrologique à forçage climatique constant. Donc, je vais conclure. Je ne vais pas tout dire parce que je suis un peu en retard. Donc, quand même, une conclusion, c'est qu'il n'y a quand même pas d'incohérence majeure, je trouve, entre les différentes études sur les débits et annuels, en partie grâce à une compensation précipitation et évapotranspiration. En médiane multimodale à l'échelle annuelle, les changements de débit sont plutôt faibles, mais quand même, il y a des changements substantiels possibles à la hausse comme à la baisse. Donc ça, on ne sait pas tellement dans quel sens ça va plutôt aller. Donc là, je vais traiter tous les outils modèles sur un pied d'égalité. Bien sûr, on peut essayer de prioriser certains résultats en fonction de critères pertinents à déterminer. Donc là, il y a beaucoup de travail à faire à ce niveau-là. Donc je pense qu'il est important d'avoir ce genre de vision globale des différentes études, de toujours replacer les résultats dans un contexte passé. Mais pour développer des stratégies d'adaptation, on ne peut pas utiliser toutes ces données, évidemment. En pratique, c'est complètement infaisable et ce n'est pas du tout souhaitable d'ailleurs. Donc comment on peut faire ? Peut-être, au lieu d'avoir une approche un peu différente, plutôt de partir des vulnérabilités des acteurs, donc de voir quelles sont les vulnérabilités des différents acteurs, et après sélectionner des trajectoires potentielles qui viennent les mettre à l'épreuve, ces vulnérabilités, en vérifiant bien sûr que ces trajectoires sont crédibles au regard du corpus d'études passées, comme analysé ici. Donc merci pour votre attention. Merci beaucoup Julien. Donc on a un petit peu de retard, mais rien de dramatique. Donc on a le temps pour une ou deux questions rapides. Sinon on garde pour la session d'échange à la fin. Bonjour, Laurent Moulin, Haute-Paris. Une question qui sera peut-être très rapide à répondre, puisque finalement vous avez été jusqu'au niveau de débit de la Seine. Est-ce que vous avez continué ? Est-ce que vous avez des données ou des informations sur l'influence que ça aura sur la nappe de Seine ? J'imagine qu'il doit suivre à peu près ça, et sur les niveaux piezo autour, ou ça, c'est pas du tout modélisé ? Si, c'est modélisé. Pardon. C'est modélisé dans certains modèles hydrologiques, et notamment c'est modélisé dans le modèle hydrogéologique KWAX qu'on a utilisé, donc qui est un modèle avec une représentation des nappes qui est vraiment très, très fine, et on peut regarder tout à fait ce genre de choses. Je ne sais pas si Nicolas Gallois après vous parlera des résultats pour les nappes, mais c'est vraiment, avec ce modèle-là, on peut regarder ce genre de choses. Il y a des modèles hydrologiques que j'ai présentés ici, on ne peut pas regarder ce genre de choses parce que les aquifères ne sont pas représentés de façon explicite, mais il y a d'autres modèles où on peut le regarder, quoi. Eh bien, merci.
pour cette présentation. On vous retrouve juste après. Donc on enchaîne avec la deuxième présentation donc, par Nicolas Gallois donc, sur les trajectoires hydrologiques du bassin de la Seine. Et je laisserai Nicolas lire le sous-titre, en tout cas là, après les petits points. À ton tour, Nicolas. Bien, bonjour à tous. Transition tout trouvée avec la présentation précédente, mais ça on va dire c'est parce que le planning de passage est relativement bien pensé. Donc on va rentrer un peu plus dans le détail de la notion de trajectoire, et vu que la thématique de cette année du Pyrène c'est des données aux trajectoires, commençons par les données. On va rentrer un peu plus dans le détail de ces 4 modèles, en réalité 5 modèles qui ont été évoqués, traités via le modèle CAWACS par Julien précédemment. Donc, je vais aller assez rapidement. L'exercice du GIEC le plus récent, c'est MIP6, c'est un volume substantiel de données qui met à disposition de la communauté scientifique et des hydrogéologues plus de 50 modèles climatiques globaux qui peuvent croiser jusqu'à 4 trajectoires d'émissions dits scénarios SSP, et chaque modèle peut mettre à disposition entre une et plusieurs dizaines de réalisations climatiques, de produits climatiques pour la modélisation hydrogéologique. Et donc on a un volume énorme de données qui pousse les hydrogéologues à devoir sélectionner ces modèles, puisqu'il est il est irréalisable de chercher à traiter, d'un point de vue de la modélisation hydrogéologique, l'entièreté des données à disposition, ce qui n'est d'ailleurs pas faisable puisque toutes les données nécessaires ne sont pas disponibles. Un problème, c'est que ces modèles climatiques globaux sont souvent porteurs, donc ce n'est pas la seule, mais sont généralement identifiés comme étant une source majeure d'incertitudes, de 3 grands types d'incertitudes que je vais classifier en 2 grands types, ce qu'on va appeler les incertitudes structurelles, donc qui peuvent être dues soit à des biais de calibration, soit le fait que les modèles ne représentent pas bien certains processus climatiques de large échelle. Donc un type d'incertitude qu'il faut chercher en termes de modélisation hydrologique d'impact à identifier et à voir écarté de ce type d'études, et 2 autres grands types d'incertitudes qu'on va, en termes de modélisation d'impact, plutôt subir. Donc l'incertitude de scénario, qui est essentiellement due au fait que les niveaux d'émissions futures sont par définition futures, ne sont pas connus, et également la variabilité interne du climat, donc qui est due au caractère erratique du climat, qui est à la fois simulé de manière très différente d'un modèle climatique à l'autre, mais aussi d'une réalisation au sein d'un même modèle à l'autre. Donc, j'imagine que vous n'êtes pas sans savoir que le bassin de la Seine est situé dans une zone de transition climatique qui fait que, comme l'a évoqué Julien, il est très difficile d'identifier des tendances robustes d'évolution dans les variables hydrologiques à l'échelle annuelle telle que Julien l'a montré. Et donc, cette variabilité interne du climat joue un rôle dominant, un impact dominant en termes de quantification d'impact hydrologique. Donc, je suis modélisateur d'impact, donc à ce stade, je navigue dans un brouillard dans lequel il faut que j'essaye de voir beaucoup plus clair. Et donc, c'est pour ça qu'on a un besoin méthodologique fort qui vise à identifier, à essayer de justifier de manière claire et robuste l'exclusion de certains produits climatiques mis à disposition dans le cadre d'études régionales d'impact. Et si la littérature scientifique nous enseigne bien 2 choses, c'est qu'il n'existe pas de méthode universelle pour procéder. Alors, ce qu'on peut trouver également dans la littérature scientifique, quand il s'agit de constituer un sous-échantillon de sélection de modèles climatiques, on s'appuie généralement sur des critères qui sont assez généraux de représentativité. Donc, est-ce que l'ensemble des transitions, des projections qui sont dans le pool de modèles complets de CMIP6 sont correctement représentées au sein de mon échantillon, d'indépendance, puisque certains modèles peuvent croiser soit des calibrations communes, des portions de code communes, donc potentiellement arriver à des résultats qui sont très similaires. Donc on ne veut pas, en termes de modélisation d'impact, avoir des surreprésentations de certaines tendances. Donc on veut identifier les modèles, on veut sélectionner les modèles de manière à ce qu'ils soient indépendants, et évaluer également le réalisme sur la base du climat passé. Alors ça, concrètement, c'est plus vite dit que fait, puisqu'il se fait, comme je l'ai dit, il n'y a pas de méthode universelle pour procéder. Donc, en fait, chacun, en théorie, en pratique, il va de sa méthode, qui sont le plus généralement basées sur des métriques simples d'écart de comparaison au climat actuel passé, comparativement à ce qui est fourni rétrospectivement par les modèles, en utilisant des biais, des RMSE, en regardant les écarts en termes de profil saisonnier ou annuel. Et le problème, c'est que généralement, c'est fait de manière décorrélée des processus physiques de large échelle, climatiques de large échelle, qui vont conditionner le climat régional. Donc, d'où la problématique à laquelle on veut répondre. On va essayer de contribuer au cours de cette phase. Est-ce qu'il est possible, et comment cibler, exclure d'éventuels produits climatiques non pertinents? Je vais revenir sur ce que j'entends par non pertinent à l'échelle régionale, sur la base d'un critère physique.
Et je vais voir ce qu'on propose de faire. Et donc, est-ce qu'on peut espérer, in fine, une retombée positive en termes de réduction d'espace d'incertitude, en termes d'impact hydrologique. Donc là, je peux passer rapidement, puisque je pense que c'est une déclinaison qui est relativement bien connue. Julien l'a évoqué. Donc, dans le cadre de cette étude, on considère 3 trajectoires SSP CMIP6, avec une présélection de modèles donc, qui est basée, donc, on n'y coupe pas sur la disponibilité des variables climatiques mises à disposition pour faire tourner le modèle hydrogéologique CAWACS, donc que je vais évoquer par la suite. On considère cette indépendance des MCG et des modèles climatiques généraux, et on effectue une première sélection sur les historiques de température de manière à exclure de certains outsiders qui réchauffent de manière anormalement élevée ou basse par rapport aux tendances générales. Donc on identifie non pas 4 modèles, mais 5 modèles qui sont des agrégés à haute échelle. Donc les tendances saisonnières, bon, Julien en a déjà parlé, donc je ne vais pas revenir dessus, mais bon, c'est des graphiques que je pense que vous connaissez très bien. Donc on identifie sur la base des 5 modèles des trajectoires avec des déficits estivaux à fin de siècle de plus en plus marqués que la sévérité en fonction de la sévérité du SSP, et des tendances inverses pour l'hiver, et avec pas de tendance identifiées en printemps et en automne, et en ce qui concerne la température, donc des réchauffements en toute saison, plus marqués en fonction de la sévérité du SSP. Ce qu'on retrouve de manière assez claire lorsqu'on compare les trajectoires de 5 modèles à l'ensemble des modèles de CMIP6, même si il y a un écart intermodèle qui est réduit du fait de la présélection des modèles. Ces produits désagrégés sont utilisé en tant que forçage du modèle hydrogéologique CAWACS, donc je ne vais pas me détailler, il a été largement évoqué dans les Pyrénées précédents, donc je vais simplement dire que c'est un modèle hydrogéologique couplé surface souterrain qui a été calibré dans le domaine fréquentiel et validé dans le domaine temporel sur environ 500 points de mesure, ce qui permet de quantifier des impacts hydrologiques à la fois sur les variables hydrologiques de surface et souterraines. Je vais prendre quelques minutes, puisqu'on a adopté un mode de représentation un peu différent cette fois-ci, de synthèse des résultats en termes d'impact hydrologique, ce qu'on a quantifié en termes de trajectoire continue d'aléas hydrogéologiques. Donc je vais utiliser un petit schéma explicatif pour expliquer comment je synthétise mes résultats, puisque c'est un mode de représentation qui va revenir de manière assez récurrente dans la présentation. Donc considérons n'importe quelle variable hydrogéologique, considérons par exemple des sommes de pluie annuelles. Dans un premier temps, on formalise les anomalies en utilisant une moyenne glissante centrée sur 17 ans, qui est une période de stationnarité des signaux hydrologiques identifiés sur le bassin de la Seine, ce qui permet d'identifier 2 jeux d'anomalies, historiques et projetées, qu'on peut tout simplement formaliser sous forme de profil de distribution, selon ce mode de représentation-là. Ce qui me permet d'identifier, de représenter 2 grandeurs qui peuvent être intéressantes des gestionnaires, à la fois la magnitude d'impact en abscisse et la récurrence des impacts en ordonnée, ce qui me permet d'identifier éventuellement des shifts par rapport à soit une période de référence, qui sera par la suite 1980-2014, ou alors des shifts par rapport à la variabilité du profil sur la période historique. Alors concrètement, sur une variable hydrologique donc, qui est la plus efficace agrégée sur le bassin de la Seine-Avernon, ce qui est un proxy sur le temps long du débit à l'exutoire. Voilà ce qu'on peut obtenir. Donc ici, vous avez la représentation des anomalies en termes de trajectoire. Donc 5 blocs représentent un produit climatique issu de 5 modèles. Et par ligne, vous avez les variations en fonction des différents SSP. Et donc ces anomalies sont traduites en termes de profil. Donc il y a beaucoup d'informations, j'en suis conscient, sur ce graphique. Je vais vous aider. Et synthétisé en 3 grandes observations. Ce qu'on peut voir clairement, c'est qu'il y a, je ne sais pas si j'ai accès à un pointeur, ici. Donc clairement, ce qu'on peut voir d'emblée, c'est une grosse variabilité, des différences de variabilité temporelle avec des modèles, des produits climatiques qui montrent une variabilité de l'ordre de, on va dire, interdécennale entre 15 et 20 ans, des modèles qui présentent des variabilités à cycles beaucoup plus longs et des produits climatiques pour lesquels il n'y a pas de variabilité. Et en termes de profil, on voit qu'il y a un ensemble de produits climatiques qui simulent, qui projettent peu ou pas de différences significatives entre les SSP et d'autres pour lesquels ce n'est pas le cas, où on a clairement un impact marqué selon les SSP. Donc la question de fond, c'est est-ce que ces produits climatiques se valent les uns les autres? Est-ce qu'on peut les considérer à poids égal dans une étude d'impact hydrologique? Alors, pour faire ça, on se base sur un socle de connaissances. De manière très générale, premier point à rappeler, c'est que les hydrosystèmes régionaux sont des filtres passe-bas dans le domaine fréquentiel. Ce que ça veut dire, c'est que, donc, petit point de clarté, on peut considérer n'importe quel
signaux hydroclimatiques, on peut le décomposer comme une zone quasiment infinie de signaux pseudo-périodiques et identifier ce qu'on appelle la basse fréquence, moyenne fréquence, haute fréquence, qui vont expliquer la variabilité d'un signal donné. Et en fait, ce qui nous intéresse tout particulièrement ici, c'est la composante basse fréquence. Pourquoi la composante basse fréquence nous intéresse? Puisqu'elle contrôle à long terme les fluctuations du système aquifère. Les propriétés physiques et l'inertie du système aquifère fait que la variabilité basse fréquence qui est contenue dans les précipitations, elle va être intégralement conservée à la fois dans les débits et dans la piézométrie. Dans les débits et piézométrie. Ce qu'on retrouve également dans les débits de base des rivières. Donc ça contrôle beaucoup l'évolution long terme de l'hydrosystème, du cycle hydraulique régional. Et que cette variabilité basse fréquence, elle a été identifiée comme imprimant des marqueurs à la fois dans les débits, la piézométrie et les précipitations, et qu'elle résulte de l'influence de processus climatiques de large échelle. Donc en gros, si on résume, on a potentiellement des marqueurs dans les précipitations qui émanent d'un processus physique qui est imprimé dans ces signaux hydroclimatiques. Donc on a une métrique climatique sur laquelle on peut fonder notre sélection de modèles. Donc moi, je suis modélisateur des hydrosystèmes, et ce qu'on a l'habitude de faire, c'est de restituer par la simulation des observations qui sont des marqueurs de processus physiques connus. Donc pourquoi pas, de manière assez naturelle finalement, étendre cette approche aux entrées, à la sélection des entrées du modèle hydrogéologique. Donc c'est ce qu'on fait en mettant en œuvre une analyse comparative des spectres fréquentiels, à la fois des précipitations Safran, donc qui sont mon socle d'observation, et ce qui est fourni par les différents modèles. C'est ce qu'on fait qu'on obtient ce type de graphique artistique, donc quelques éléments d'aide dans la lecture. Donc vous avez en abscisse le temps, en ordonnée la période, les hautes fréquences sont en bas, les basses fréquences sont en haut, et ce qu'on visualise, c'est un indicateur adimensionnel qui va entre 0 et 1, et donc les hautes valeurs nous indiquent pour une bande de fréquences donnée. Donc ce qui m'intéresse tout particulièrement ici, c'est la variabilité basse fréquence, donc entre 15 et 17 ans, donc qui est ici, la zone d'intérêt est ici. Donc les hautes valeurs mentionnent qu'il y a une bonne cohérence entre ma source d'observation et ce qui est fourni par le produit climatique en termes de basse fréquence. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a une grosse variabilité, une grosse différence entre les différents produits. Certains restituent très bien cette variabilité, et d'autres beaucoup moins. Donc, comme cette variabilité basse fréquence, elle est conservée dans l'ensemble des signaux hydroclimatiques, on peut voir ce que ça donne en termes, par exemple, d'impact de piézométrie, puisqu'on l'a effectivement quantifié. Donc, je reprends mon approche en trajectoire d'anomalie, c'est ce que vous avez représenté ici. Donc, c'est la variation piézométrique agrégée sur l'ensemble du territoire pour les différents produits climatiques. Donc, ceux qui sont performants sur la variabilité basse fréquence, en réalité, simulent une relative stabilité autour de la période de référence dans des gammes qui sont assez comparables à ce qui a été effectivement simulé sur la partie historique, donc avec des anomalies d'amplitude métrique, et donc une variabilité temporelle qui est assez commune dans les deux modèles, qu'on voit très bien ici. Ceux qui sont peu performants permettent de simuler donc des anomalies plurimétriques avec une variabilité beaucoup plus longue, beaucoup plus lissée, sur donc une variabilité pluridécennale. Et le produit climatique qui est très peu performant, voire très mauvais, lui simule de manière assez atypique, donc une projection équivaut à une projection humide très persistante avec une variabilité temporelle difficilement discernable. Donc il y a un rapport qui doit sortir d'ici 3 semaines, et donc dans laquelle on a synthétisé donc ces impacts sur la base de ces 5 modèles sur un ensemble de variables. Donc ici, pour la présentation, je vais juste présenter rapidement deux produits, donc les débits, deux types d'impact, donc sur les débits moyens hivernaux et les durées de période d'étiage. Donc ici vous avez, je reprends mon approche en profil, donc vous avez pour chaque colonne donc les deux modèles les deux produits climatiques qui sont les plus performants sur la variabilité basse fréquence, et en ligne les différents SSP. Et donc je représente sur les profils, donc ce qu'on peut voir en termes de distorsion des profils historiques, donc sur les faisceaux noirs, il y a on voit très clairement et de manière convergente entre les deux produits, une distorsion d'autant plus marquée vers les anomalies positives, donc des impacts qui tendent
vers des anomalies hivernales, donc des débits beaucoup plus importants, qui sont notamment marqués d'autant plus sur l'amont ruisselant du bassin. Et ce que je vais mettre en évidence sur cette slide, c'est qu'on a un point, selon moi, qui est très important à mettre en avant, c'est qu'il y a une convergence en considérant les modèles qui sont, les produits climatiques qui sont performants sur la basse fréquence. On a une convergence, on arrive à identifier une convergence d'impact, ce qui n'est pas le cas si on remet ça au regard des 5 modèles. Vous voyez très bien que cette convergence d'impact, si je reprends mes 5 produits classés en fonction de leur performance sur la basse fréquence, cette convergence disparaît vers des impacts qui sont beaucoup plus exotiques. Donc là, on pressent qu'il y a une matière pour essayer de préciser un petit peu les trajectoires potentiellement identifiables sur le bassin de la Seine. C'est un peu moins clairement visible sur les périodes d'étiage, pour lesquelles, typiquement, le CNRM projette des évolutions d'étiage relativement stables sous SSP 585, qui est relativement cohérent avec le profil historique, avec des variations dans une plage confinée, relativement confinée, entre plus et moins 10 jours, selon les SSP. Et EC, lui, projette des réductions relativement récurrentes et communes aux différents SSP par rapport au profil historique. Par contre, ce que je veux mettre en exergue, c'est que la plage d'impact qui est associée à ces deux produits performants sur la basse fréquence sont beaucoup plus restreintes par rapport aux trois autres produits. Donc on a quand même un certain potentiel d'essayer de mieux identifier un peu, de réduire donc in fine les plages d'impact qui sont associées aux différents produits climatiques. Donc est-ce que c'est un premier travail méthodologique qui permet de montrer qu'il est possible quand même d'investiguer différentes pistes pour essayer de cibler et d'exclure de manière justifiée, avec un critère qui est spécifique au bassin de la Seine, certains produits climatiques régionaux, selon une méthodologie de filtrage multicritère. Le fait de réduire les impacts, c'est pas je précise, c'est relativement important, c'est pas un moteur premier du travail, mais c'est un effet qui est bénéfique, qui est bienvenu, effectivement, au vu des défis politiques et de gestion de la ressource. Est-ce qu'en l'état, le travail est suffisant pour dire qu'on réduit l'espace d'incertitude? Non, on en est clairement au début. Et donc, on a basé ce travail dans un premier temps sur un échantillon qui est relativement restreint, donc c'est une source de confiance excessive, donc c'est largement insuffisant. Donc, ce qu'on propose de faire, c'est de remettre en œuvre cette méthodologie de sélection sur l'ensemble des produits climatiques, donc basés sur la basse fréquence, de réinvestiguer l'ensemble des produits climatiques, donc à la fois tous les modèles et les différentes réalisations des différents modèles, pour à la fois, dans un premier temps, identifier les modèles qu'on ne veut pas, qui sont structurellement incompatibles pour une étude d'impact sur le bassin de la Seine, donc qu'on veut absolument exclure de ce type d'études. Et le problème, c'est que cette variabilité, donc le critère, est restituée de manière très différente d'un membre à l'autre au sein d'un modèle. Donc il nous faut investiguer chaque produit climatique de chaque modèle pour avoir une vision d'ensemble et avoir, in fine, un pool de projections assez suffisamment exhaustive pour une quantification robuste des incertitudes, dans l'optique de produire des projections qui soient fiables et robustes, comme un point de départ à la mise en œuvre de scénarios qui sont plus multifactoriels, croisant, occupation du sol, prélèvement, que sais-je. Et donc c'est exactement le travail qui sera réalisé au cours de la phase. Je vous remercie. Merci beaucoup Nicolas pour cette présentation riche en informations. Ah, on a déjà des mains qui se lèvent, donc... Je vois pas. Il faut allumer, il y a un petit bouton. Merci. Pas de souci. Sonia Decker, agence de l'eau. Alors déjà, merci pour cette présentation. Enfin, c'est même deux présentations où je note beaucoup d'efforts pour essayer de nous faire comprendre ce qui avait été demandé par nous à l'agence de l'eau. En fait, croyez-moi, j'ai simplifié. Je me doute. J'aurais pu faire bien pire.
Non, mais beaucoup d'efforts, merci. Alors moi, par contre, ça me fait penser à la fin des résultats de la phase 8, où, et ça s'adresse peut-être à Nicolas Flippot, ma question, c'est est-ce que vos travaux, là, ça met un peu à la poubelle, finalement, les résultats sur Miroc 5, en fait, et toutes les trajectoires qui nous ont fait très peur, en fait, quand vous présentiez les scénarios. Donc voilà, c'est ça ma question finalement. Est-ce qu'on arrête de regarder les résultats de la fin de phase 8 et on se projette dans vos futurs travaux? Alors, sur la base des projections qu'on avait à disposition, donc CMIP5 au cours de la phase 8, on avait commencé à investiguer un peu ces produits sous le même angle, mais le fait est, c'est qu'aucun des produits qu'on avait à disposition n'était performant. Typiquement le Miroc 5, donc on a fait au mieux avec ce qu'on avait, et donc typiquement si on avait eu ces idées au cours de la phase 8, on aurait déjà commencé à investiguer de façon à constituer un pool un peu plus large de produits. Mais je pense que c'est relativement pertinent de mettre en œuvre aussi cette méthodologie de sélection sur les produits CMIP5, parce que selon moi, ils ne sont pas obsolètes pour autant. Donc il faudrait éventuellement réinvestiguer et remettre en œuvre cette méthodologie d'analyse sur l'ensemble des produits CMIP5 pour, à défaut, écarter Miroc 5 et en sélectionner peut-être de ceux qui, j'imagine qu'il y en a, des produits plus pertinents selon ces critères d'analyse. Je ne sais pas si tu veux compléter, Nicolas. Oui. Oui, Sonia s'est adressée à moi, donc je vais répondre également en partie. Miroc 5, donc c'est du CMIP 5, ce qu'on avait présenté en 2021 ou 2021, je crois. 2022 de mémoire. 2022, enfin bon, bref. Et déjà à l'époque, comme Nicolas le disait, on avait regardé ces éléments basse fréquence, et on avait combien 4 5 de mémoire. 5 ou 4, et déjà c'était Miroc 5 le champion de la basse fréquence. Et honnêtement, Nicolas dit qu'il n'était pas terrible, mais il n'était pas pire que le deuxième qui est présenté ici, EC, en termes de c'était le meilleur des 5, mais bon, pas terrible. Il n'était pas terrible comme EC, il n'est pas terrible quand même. Vous avez vu, il n'y a pas beaucoup de jaunes. Mais bon, on n'a pas voulu virer tout le monde, donc on en a quand même gardé 2 sur 5, ce qui est pas mal, ça fait 40%, on est quand même hyper lâche. Il y a une modification par rapport au rendu effectivement de la phase 8, donc qui s'appropriait déjà les 5 scénarios les 5 modèles que Nicolas montrait là, c'est que on n'avait pas encore formalisé la notion d'anomalie, de trajectoire, et regarder les résultats des modélisations sous cet angle de la trajectoire, qui est de notre point de vue plus informatif que l'approche historique qu'on avait de comparer des moyennes sur des fenêtres temporelles en fin de siècle ou en moitié de siècle. Et du coup, avec cette approche traditionnelle, on s'était un peu planté puisqu'on avait sélectionné des modèles qui ne contiennent pas trop l'information basse fréquence, et on avait MPI, je crois, on a mis en avant beaucoup MPI et puis CNRM. Et donc c'est dans ce sens-là où on remet un petit peu les choses à plat. Alors pour ceux qui ont eu le courage de lire le fascicule, vous verrez qu'on s'interroge sur beaucoup de choses dans le fascicule, et en fait Nicolas apporte les réponses aujourd'hui sur pourquoi on voyait ces oscillations dans le fascicule. On les voit là, en fait c'est les anomalies qui glissent, et on se rend très bien compte sur ces graphes que vous avez du marron en mi-siècle et du bleu en fin de siècle. Le marron c'est du positif, donc on a plus, et le bleu c'est du négatif. C'est le contraire, c'est le contraire, parce que Miroc c'est le déluge, en fait c'est l'Arche de Noé. Donc ça c'est pas Miroc 5, c'est pas celui de CMIP 5, c'est Miroc 6 qui est un Earth model. Bon bref, c'est des tas de subtilités qui ne peuvent pas être présentées en 18 minutes top chrono avec un rythme soutenu et une pédagogie avancée. Donc merci pour cette présentation, et j'espère que c'est plus clair. J'ajouterais effectivement que donc toutes ces informations, en plus de celles qui viennent d'être présentées par Nicolas, sont dans le fascicule disponible sur le site internet. Un rapport est effectivement prévu sur le sujet
Pour celles et ceux qui sont très 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 curieux et qui veulent savoir un peu plus sur la méthodologie, je pense que vu l'heure, on va passer tout de suite à la prochaine présentation. Encore merci à Nicolas pour ce travail de pédagogie. Nous passons donc à la troisième présentation, avant-dernière présentation, avant d'aller manger. J'espère que vous avez encore assez de sucre dans le sang. Et donc du coup, Emmanuel, c'est à toi. Merci, mesdames et messieurs, bonjour. Alors on va continuer de parler donc de données climatiques et notamment de ce qu'on appelle du downscaling climatique. Alors je vais revenir un petit peu dessus, mais je vais quand même essayer d'abréger un peu vos souffrances là-dessus. Donc, puisque nous avons travaillé sur donc une méthode, une première méthode, on appelait ça comme ça, une première approche de downscaling climatique qu'on a appliquée sur le bassin versant donc de la Seine, en particulier sur 2 zones dont je vais vous présenter tout à l'heure. Alors moi, je suis plutôt écologue et géographe. Et si je m'intéresse à ces questions-là, en fait, c'est pour des questions de modélisation des effets du changement climatique sur la végétation et voire aussi sur d'autres espèces. Alors, comme vous le savez, ça va être assez rapide là-dessus, ça fait quand même pas mal d'années, on pourrait dire quelques décennies maintenant, où on voit quand même, on constate un regain d'intérêt pour les questions climatiques et notamment un besoin pour certains décideurs, soit publics ou privés d'ailleurs, d'obtenir des informations sur l'évolution du climat. Et donc ça a donné lieu à tout un tas de travaux que vous connaissez, notamment grâce aux partenaires du GIEC. Et ce qu'il y a, c'est que souvent, les données disponibles, on en a parlé longuement déjà aujourd'hui, ne sont pas toujours à des résolutions spatiales qui sont suffisamment intéressantes, explicites, pour pouvoir prendre des décisions au niveau local. Et donc, il existe fort heureusement déjà des plateformes qui permettent de produire des données de downscaling climatique à des résolutions plus fines que les sorties de modèles un peu brutes, si je puis dire, qui sont autour parfois 50 à 200 km, voire même des fois un peu inférieurs, autour d'une dizaine de kilomètres. Et donc, par exemple, il y a le consortium WorldClim ou aussi Chelsea qui propose des données en gros à 1 km de résolution spatiale, qui sont déjà des données assez intéressantes. Mais quand on travaille au niveau du territoire, parfois c'est même déjà trop large, notamment quand on est dans des zones où il y a des reliefs qui peuvent être parfois très marqués, comme par exemple dans les Alpes. Alors, dans le cadre de notre étude, nous avons travaillé sur 2 secteurs donc du Pyrénées-Seine, donc à savoir l'Orgeval et la Bassée, sachant que l'objectif, c'est pour 2026 de travailler sur des relations donc, entre plantes, donc la végétation et le climat, et l'évolution donc, du climat, et de voir comment cette évolution pourrait influencer certaines structures végétales de ces 2 secteurs. Et donc, pour travailler, on va dire, à ces échelles-là, on a pensé que c'était quand même assez utile de travailler sur des données, justement, assez précises d'un point de vue spatial. Alors, je ne vais pas représenter ça, puisqu'on a largement parlé des différentes approches de downscaling climatique, donc modèles dynamiques et puis des modèles statistiques. Donc, nous, on s'est plutôt intéressé à du downscaling statistique, fondé sur des régressions linéaires multiples. Pourquoi ? Bien parce qu'il y a plusieurs raisons à cela, en fait. D'une part, c'est une méthode relativement simple. Simple, ça ne veut pas dire simpliste non plus, qui permet déjà d'assez bien comprendre ce qu'on fait. Et pour l'interprétation des résultats, c'est quand même assez utile, d'une part. Et d'autre part, c'est assez frugal aussi en termes de consommation, de temps de calcul. C'est quand même assez important. Et donc ensuite, c'est aussi une méthode qu'on a déjà utilisée dans le passé, qu'on a testée sur différents territoires en France, mais aussi à l'étranger, dans le cadre de différents travaux que j'ai pu mener. Et donc l'idée du développement de cette approche, d'une part, c'est contribuer à la réflexion sur l'utilisation de cette approche-là de régression linéaire multiple dans le domaine du downscaling climatique, bien sûr, et puis d'essayer donc de pousser l'approche pour obtenir des données à très haute résolution spatiale, c'est-à-dire que là, on va passer de données qui sont exprimées à 1 km à des données qui seraient exprimées à 30 mètres. Alors pour cela, on utilise notamment
donc des données issues de la plateforme WorldClim. Alors, on a discuté d'ailleurs avec Nicolas Flippo pour se mettre d'accord quels étaient les différents modèles à la fois, enfin pour le futur. Donc on a utilisé d'abord des données sur l'actuel, bien sûr, pour calibrer le modèle, et puis des données issues de 2 scénarios de changement climatique, donc le SSP2 qui est on va appeler ça le moyennement optimiste, et puis le SSP5 qui est le scénario actuellement considéré comme étant le plus pessimiste, sachant que ça risque d'évoluer encore dans le futur. Voilà. Enfin, bref. Et donc on a travaillé sur les différentes périodes que vous voyez ici, donc 2021, 2040, etc., jusqu'à 2080 et 2100. Et pour quelles variables? Eh bien, pour les températures du jour, température de la nuit et les précipitations. Et on a travaillé sur des variables mensuelles. Donc en fait, on a 36 variables climatiques sur lesquelles on a travaillé. Pourquoi 36 variables climatiques? Pourquoi des valeurs mensuelles? Parce qu'en fait, c'est très important pour la végétation. C'est ce qui permet justement de distinguer les préférences entre une végétation plutôt méditerranéenne, par exemple, et puis une végétation de montagne, et ainsi de suite. Donc cette variabilité intra-annuelle est vraiment très importante pour les êtres vivants, entre autres. Après, bien sûr, d'un point de vue hydrique, j'imagine que ça a aussi une importance. Alors, sur quel modèle aussi, en termes de production de données climatiques, donc on a travaillé? On a travaillé sur ces 5 modèles donc, de production de données climatiques. Donc vous reconnaissez certains dont on vient juste de voir passer dans les présentations précédentes. Donc là aussi, c'est en accord avec Nicolas, qui a permis vraiment de bien identifier sur quel modèle vraiment se concentrer. Et ça représentait quand même un petit lot d'environ 2 Tera de données. Parce qu'en fait, alors 2 Tera de données, c'est pas pour les zones justement du Pyrénées, mais c'est parce qu'en fait, ces données-là sont produites à l'échelle globale. Et donc, il a fallu d'abord les télécharger au niveau global pour après extraire les données qui nous intéressaient sur le secteur. Donc, au niveau de la méthodologie, ensuite, donc, le principe, c'est d'essayer de réestimer les valeurs climatiques donc à d'autres échelles spatiales et d'utiliser ce qu'on peut appeler des variables prédictives ou donc explicatives qui permettent donc de mieux représenter donc ces valeurs-là, donc ces variables climatiques, comme notamment alors, des variables topographiques ou géographiques. Exemple, les altitudes, les pentes, les coordonnées géographiques aussi. Et puis aussi, ça c'est pas anodin, la distance par rapport à des éléments aquatiques, donc la distance à la mer et aux océans, et puis bien entendu à des lacs et des rivières. Et puis bien entendu, on a utilisé des statistiques assez classiques pour pouvoir justement valider le modèle. Alors, au niveau de l'actuel, déjà, donc quand on applique la méthode, bien, on est assez content parce que, alors là, je vous présente des valeurs moyennes pour les 36 variables, donc qui sont regroupées par grandes variables donc, climatiques, donc précipitation, température du jour et température de la nuit. Et vous voyez que au niveau du coefficient de corrélation, on a plutôt des valeurs quand même assez satisfaisantes, autour de 85 à plus de 90% selon les variables. Alors bien sûr, pour les précipitations, on a un peu plus de variabilité, ce qui explique que les coefficients de corrélation sont un peu moins bons. Enfin, quand même 85, c'est quand même pas mal. Et pareil pour les températures de la nuit aussi. Et quand on regarde les valeurs moyennes aussi des écarts types, on voit que les écarts ne sont pas forcément... Enfin, on voit qu'au niveau de la dispersion, c'est assez bien représenté. Et pour les erreurs, le niveau d'estimation d'erreurs, on voit qu'on n'a quand même pas grand-chose aussi en termes d'erreurs, parce qu'en fait, par rapport aux précipitations, on est autour en moyenne de 3 mm, donc c'est quand même pas grand-chose. Et pour les températures, on est en gros à 2/10 de température. Donc, ce qui permet quand même d'être assez fidèle en termes d'évaluation ou d'estimation de ces paramètres. Alors un autre processus qu'on a aussi appliqué pour valider cette approche de downscaling, c'est aussi de réestimer dans un même pixel de 1 km, de reprendre nos pixels à 30 mètres et en calculer la moyenne pour voir justement si on avait quand même plutôt bien estimé la valeur qui est proposée par le modèle climatique. Et donc là, juste un exemple pour les températures, pour le mois de janvier.
Et pour les précipitations, température du jour et de la nuit, eh bien on voit que là aussi, on a plutôt une bonne restitution des valeurs, puisqu'on est autour en coefficient de corrélation, on est à plus de 90 à chaque fois, donc c'est quand même plutôt bien. Donc, comme vous pouvez le voir sur ces graphiques. Et alors, pour le futur, voilà ce que l'on a donc, comme type de résultat, on va dire, statistique. Là, alors, c'est vrai que ce n'est pas évident à interpréter, puisqu'on voit qu'il y a quand même certains scénarios qui, a priori, ont des résultats quand même un petit peu mieux que les autres, mais quand on regarde les valeurs, qu'on les compare, on voit que ça reste quand même assez proche d'un scénario à l'autre. Donc, j'ai quand même mis en rouge ceux où on avait les valeurs les plus intéressantes, c'est-à-dire celle qui maximisait le coefficient de corrélation et celle qui minimisait bien sûr les erreurs. Donc, vous voyez, donc, il n'y a pas forcément de très très grande différence, mais quand même, on peut dire que pour les précipitations, finalement, Miroc, qui est un peu décrié tout à l'heure, mais la version 6, est quand même assez bien représentée dans le processus de downscaling climatique, puisque c'est là où on a le moins d'erreurs finalement. Ensuite, pour les températures maximales, on voit que finalement, bon, avec ces deux modèles-là, je ne sais pas si on a... Ouais, bon, voilà, ici, voilà, ces deux... donc, ces deux modèles, donc, notamment celui de l'IPSL, bien, ça permet aussi de bien travailler sur les températures du jour. Et puis pour les températures de la nuit, bien finalement, on voit aussi que d'autres modèles, notamment le CMCC, qui est tout à fait intéressant. Alors d'un point de vue cartographique, on va quand même montrer quelques résultats. Alors là, ce que l'on voit, c'est une extraction de pixels en gros de 8 km de côté sur la zone de la Bassée. Donc on voit pas grand-chose comme vraiment gradient à ce niveau-là. En revanche, quand on regarde déjà à 1 km de résolution spatiale, on a quand même des informations pas mal. Donc là, c'est directement issu des données produites par WorldClimate. Donc on sent quand même à cette résolution spatiale qu'il y a un effet quand même sans doute des masses océaniques. Et après, quand on regarde au niveau de la résolution spatiale de 30 mètres. Donc là, on voit là aussi qu'il y a quand même autre chose et que c'est a priori, si on superpose avec une carte qui représente la topographie, eh bien qu'il y a quand même un certain lien, a priori, avec notamment la topographie. Alors, quand on regarde ces données-là, à un moment donné, on peut dire on a l'impression qu'il y a quand même une sorte de discontinuité dans l'expression des variables climatiques, comme ici, par exemple. Et donc, ça paraît un petit peu étrange. Mais en fait, quand on fait un zoom et que l'on interroge, on va dire, les pixels, on s'aperçoit, alors vous voyez ici en rouge, là, ce petit pixel, eh bien on voit que finalement ici on est à 22,1 degrés d'estimé, le pixel juste à côté, eh bien on est à 22, donc vous voyez ça reste très graduel, et puis, ce pixel-là, eh bien on voit on est à 21,9, ici on est à 21,8. Donc on garde en fait vraiment le gradient d'expression des températures qui suit quand même pas mal là aussi des éléments liés à la topographie. Donc pour conclure, je pense que je vais encore dans les temps, eh bien alors cette approche comme j'ai dit elle est intéressante parce que bon, déjà elle est assez fiable, elle est assez simple aussi à mettre en œuvre. Et puis, dans une certaine mesure aussi, elle repose sur les principes FAIR qui justement reposent sur l'utilisation de données accessibles, facilement utilisables, téléchargeables, etc. Donc ça, c'est très important parce que finalement, là, pour l'ensemble des données qu'on a utilisées, alors que ce soit les données climatiques comme les variables explicatives, ce sont des données qu'on peut trouver sur Internet. Donc on peut télécharger, alors ça prend du temps quand même, parce qu'il y a certains lots qui sont assez importants, mais on peut le faire tranquillement. Et donc ça, c'est une première chose. Et puis après, donc, ça produit quand même des résultats que l'on peut interpréter, j'ai envie de dire, assez facilement. Donc ensuite, comme on l'a vu, cette réduction d'échelle, elle fonctionne quand même assez bien. Bien sûr, mieux pour les températures que pour les précipitations, mais ça, c'est un grand classique dans ce domaine-là, parce que c'est toujours plus compliqué de savoir où se trouveront les nuages plus tard. Et voilà. Ensuite, un autre aspect, alors je n'ai pas mentionné, c'est que alors, là, on a utilisé cette méthode simple. Bien sûr, on va tenter d'utiliser d'autres approches, notamment en machine learning,
dans les prochaines années pour voir si ça va vraiment apporter quelque chose de plus ou pas. Et comme ça, on pourra aussi comparer la contribution des différentes approches. Il paraît quand même assez important. Et donc ces données-là, elles vont être utilisées donc en 2026 pour être intégrées dans ce qu'on appelle des Species Distribution Models, donc pour essayer justement d'évaluer l'impact du changement climatique sur certaines structures végétales, sachant que ces données-là seront d'une part intégrées directement, mais aussi on va utiliser ces données pour les intégrer dans des index, comme par exemple un index d'humidité du sol, qui est aussi un paramètre important pour la végétation. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. Eh bien, vous connaissez la musique. Avez-vous des questions? Une fois. Tout était parfaitement clair. Adjugé vendu, on passe à la suite. Donc merci beaucoup encore Emmanuel. Donc dernière présentation par Damien Huyghe qui nous rejoint tout de suite sur scène. Et qui a fait un titre court et accrocheur. Bonjour à tous. Alors on va faire la présentation à deux puisque les résultats concernent une grande partie de la thèse de Luca Di Filippo. Et je te cède la parole pour commencer. Oui. Bonjour tout le monde. Très content que le titre plaise en tout cas. J'ai mis du temps à le trouver. Mais alors pour commencer, je vais vous parler du contexte général. Bon, ça va être un peu moins précis que mes collègues précédents parce que je m'y connais un peu moins. Mais ça va peut-être simplifier les choses pour certaines personnes, donc c'est plutôt pas mal. Dans le contexte général, on est dans une période de hausse des températures, comme on a pu le voir grâce aux enregistrements depuis le 19e siècle, avec une augmentation marquée depuis les années 1950. S'ajoute à ça par la suite la modélisation. Donc, en comparaison avec ce qui a pu vous être montré au cours de cette fin de matinée, je me base sur des modélisations qui vont jusqu'aux années 2300, c'est-à-dire des modèles étendus des scénarios du GIEC, avec les différents scénarios. Donc le RCP 2.6, qui est celui considéré comme durable actuellement, le scénario 4.5, qui est celui qu'on appelle middle road, c'est-à-dire on a fait la moitié du chemin pour arriver dans des conditions considérées optimales, et le scénario 8.5 qui correspond au scénario tout carboné. Je vous en parlerai par la suite, mais c'est celui qui correspond plus à ma thèse. Et là, je vais laisser Damien partir. Oui. Ces projections sont donc faites sur des modèles climatiques, et je vais laisser Damien parler de la suite, ce qui nous intéresse plus ici. Alors on va changer un petit peu d'échelle de temps. En fait, nous ce qu'on souhaite adopter, c'est une approche où voilà, on a les modèles climatiques qui nous permettent d'avoir des informations un petit peu concrètes de ce qui va nous arriver. Nous, on va plutôt regarder dans le passé, et dans le passé un petit peu lointain. Alors vous avez ici l'évolution des températures des océans, température moyenne globale des océans depuis le début de l'ère tertiaire, donc depuis 66 millions d'années. Et ce qu'on voit sur cette courbe, donc nous on est, donc nous on est quelque part ici, au bout de la courbe, et en fait on est dans une période froide. Et ce qu'on voit sur cette courbe, c'est que au début de l'ère tertiaire, il faisait beaucoup plus chaud que maintenant. On a croisé, donc on a une tendance à la diminution long terme des températures, avec de temps en temps des petites accélérations du refroidissement, comme ici il y a 34 millions d'années, ou il y a 14 millions d'années, et puis de temps en temps, voilà, des petits réchauffements ponctuels qui vont nous intéresser plus particulièrement. Et donc, ce qu'on peut dire voilà, par rapport au scénario qu'on va rencontrer dans le futur, c'est que ces états climatiques prochains, on les a déjà connus dans le passé. Par exemple, pour le scénario 2.6, ce qu'on considère être l'analogue de cette phase climatique, c'est une période qu'on appelle le réchauffement du Pliocène supérieur, il y a à peu près 3 millions d'années, qui correspondait à une période où on était à plus 2, plus 4 degrés et à une concentration en CO2 atmosphérique de l'ordre de 450 ppm.
Voilà, pour le 4.5, on remonte un petit peu plus loin dans le temps. Et pour le scénario le plus pessimiste, le 8.5, là, on a croisé ça au début de l'ère tertiaire, notamment dans une période assez longuement chaude, qu'on appelle l'optimum climatique de l'Éocène inférieur. Et puis des petits réchauffements un petit peu plus ponctuels qu'on croise ici sur la fin de l'Éocène. Donc tout ça, ça a amené voilà, cette figure avec des couleurs qui font un petit peu peur. Où on voit que finalement donc il a fait un petit peu plus chaud dans le passé, et on a classé le climat de la Terre voilà, selon différentes catégories. Donc le plus chaud correspond à ce qu'on appelle la période hot house. Petit à petit, on évolue vers du warm house. Il y a 34 millions d'années, on commence à voir les premières glaces pendant l'ère tertiaire qui se mettent en place en Antarctique, donc Cold House, et jusqu'à la période actuelle, qui est une période qu'on considère être Ice House, c'est-à-dire en alternant des cycles glaciaires interglaciaires. Voilà, alors je vais focaliser la présentation pour commencer sur un réchauffement qui s'est produit il y a 40 millions d'années. Alors lui, il est intéressant parce que voilà, il est dû à une augmentation naturelle de la quantité de CO2 atmosphérique. Il est relativement rapide à l'échelle des temps géologiques, il dure que 500 000 ans. Et il correspond à un réchauffement de 4 à 6 degrés des températures moyennes globales. Alors, qu'est-ce que c'est que toutes ces courbes là sur la droite? Donc ici, c'est la température des eaux de fond des océans, et ici, les températures de surface océanique. Donc ici, pour les hautes latitudes, et là, pour les températures tropicales. Et on voit que voilà, pendant le pic du réchauffement, les températures aux basses latitudes étaient de l'ordre pouvaient atteindre les 35 degrés, donc quelque chose d'assez conséquent. Et donc associé à une augmentation de la quantité de CO2 atmosphérique. L'autre qui nous intéresse, et dont vous parlera Lucas, c'est l'optimum climatique de l'Éocène inférieur, qui est cette période très très chaude, avec des températures de l'ordre de 15 à 20 degrés supérieures à l'actuelle. Et pourquoi c'est intéressant? Parce que c'est la dernière fois qu'on a connu une période très chaude, avec des températures relativement stables sur plusieurs millions d'années. Voilà, donc les questions qu'on s'est posées, qu'on cherche à se poser, c'est quel état climatique, plus particulièrement dans la zone qui nous intéresse, le bassin de Paris, pendant ces périodes climatiques qu'on va qualifier d'extrêmes, et qu'est-ce que ça a pu avoir comme conséquence sur le système hydrologique de l'époque. Alors, comment on fait ça? Donc, les températures que je vous ai montrées, elles sont obtenues à partir de l'analyse géochimique de petites bébêtes qu'on appelle des foraminifères, qu'on voit ici en domaine océanique ouvert, on va dire. Nous, on va s'intéresser à d'autres types de bébêtes, comme ici des coquilles de mollusques. Alors, vous avez ici une coquille d'huître. Et ces organismes, ils ont la capacité de fabriquer leurs coquilles en continu sur plusieurs années. Donc ça, c'est intéressant pour nous parce que si on fait plein de prélèvements, plein de petites analyses sur cette coquille d'huître, on peut reconstituer les variations saisonnières de température. Et vous avez ici, sur une huître actuelle, donc les températures mesurées ici en Normandie en noir et les températures reconstituées à partir de la géochimie en rouge. Et on voit que sur l'ensemble, l'essentiel de la vie de l'huître, on est assez fiable par rapport aux températures mesurées dans l'environnement. Voilà. Et pour le domaine continental, on a aussi des organismes qui vont pouvoir être utilisés, donc comme des moules d'eau douce, des restes de mammifères ou de vertébrés au sens large, et des fructifications algaires qu'on appelle des zoogones de charophytes. Et donc ce qu'on utilise pour contraindre les températures, ça va être la géochimie isotopique, avec notamment le delta O18, qui est fonction à la fois de la température de minéralisation d'un fossile donné et la composition isotopique de l'eau. Et on couple ça avec des analyses du delta 47, qui est lui fonction uniquement de la température de l'eau, mais qui nécessite des grandes quantités de carbonate, donc on n'arrive pas à avoir une résolution très, très, très haute avec ça. Voilà, alors le bassin de Paris. Le bassin de Paris, qu'est-ce que c'était il y a longtemps? Donc vous avez ici une carte paléogéographique il y a à peu près 45 millions d'années. Donc le bassin de Paris, c'était un front de golfe, voilà, une mer assez peu profonde, qui était alimentée par des grands fleuves qui provenaient du Massif central, qui provenaient des Vosges et du Massif armoricain. Et ce qui est intéressant pour nous, c'est que ce bassin, c'est un endroit qui va concentrer ce qu'on appelle un hotspot de biodiversité, avec plein de fossiles qui sont extrêmement bien préservés et qui nous servent de support de l'information climatique. Voilà, donc des cartes un peu plus détaillées sur cette période. Donc ici, autour de ce réchauffement qui s'est produit il y a 40 millions d'années et qui s'appelle l'optimum climatique de l'Éocène moyen.
Donc voilà, on prélève des fossiles en allant sur le terrain, dans des dépôts sableux, on fait plein de prélèvements. On arrive à reconstituer ici les variations saisonnières de la composition isotopique en oxygène, qu'on convertit ensuite en variations de température. Alors pour les résultats qui nous intéressent, donc vous avez sur la partie gauche, je vous ai remis les courbes pour le domaine océanique, et sur la partie droite, vous avez l'évolution des températures d'hiver en bleu, température moyenne en noir et température estivale en rouge pour le bassin de Paris. Donc ce qu'on voit, c'est que voilà, avant ce réchauffement de l'optimum climatique de l'Éocène moyen, on avait des températures qui étaient quand même déjà assez chaudes, avec des températures estivales de l'ordre de 30 degrés, de la quinzaine de degrés pour l'hiver. Et pendant le pic du réchauffement, et ben en fait, très vite, on va avoir les températures estivales qui vont croître, toujours pour l'eau de mer, jusqu'à des valeurs de 40 degrés. Et ce qui est intéressant, c'est que en fait, les températures hivernales sont assez peu impactées et restent dans une moyenne qui est inférieure à 20 degrés. Donc ça nous donne déjà un premier résultat intéressant, puisque on se pose des questions sur cette zone de transition qu'est le bassin de Paris. Qu'est-ce qui va être impacté plus en termes de température estivale ou pas? Est-ce que le gradient saisonnier de température va augmenter ou pas? Pour un réchauffement lié à une augmentation du CO2 pour des latitudes similaires à la nôtre dans le passé, on voit que c'est essentiellement les températures estivales qui sont impactées. L'autre résultat qui est intéressant pour nous, qu'on peut déduire de tout ça, c'est qu'est-ce que ça a eu comme influence sur le cycle de l'eau à l'époque. Donc vous voyez que le bassin de Paris, il y a 40 millions d'années, donc c'était un espèce de grand estuaire. Voilà, ce fond de golfe qui est donc alimenté par différents fleuves. Comment ces variations saisonnières de température elles ont influencé le régime des rivières? Ça, on peut l'approcher de manière indirecte en regardant l'évolution de la salinité dans le bassin. Et ce qu'on voit ici, alors je ne détaille pas forcément le graphique là, mais c'est qu'en gros la salinité elle va être plus élevée pendant l'été que pendant l'hiver. Et donc ça nous montre qu'on a un régime des pluies qui est assez hétérogène, et ce qui rejoint une présentation qu'on a vue un petit peu plus tôt. Donc l'été, on a un bassin qui est plutôt soumis à une forte évaporation, des rivières qui apportent un peu d'eau, mais pas énormément. Et on va avoir une quantité de pluie qui va être beaucoup plus importante pendant l'hiver ici, et qui va venir diluer la salinité qu'on va retrouver dans cet estuaire qu'est le bassin de Paris. Je te passe la suite. Et donc, si on s'intéresse un peu plus à ma thèse et ce qui fait partie de l'axe 2 du Pire-Seine, c'est l'optimum climatique de l'Éocène inférieur, qui est considéré comme la référence dans l'ancien pour le scénario 8.5 du GIEC. Pour replacer dans le temps rapidement, ici, on a la fin du Crétacé, les dinosaures, ils meurent. Et là, on a l'apparition des mammifères, le développement plutôt des mammifères. Et on a ce plateau thermique avec des températures de 10 à 15 degrés supérieures à l'actuelle et une pression de CO2 qu'on sait étant de 1600 ppm à l'époque, donc 4 fois supérieure à l'actuelle. À cette époque, c'est à peu près à ça que ressemblait le bassin de la Seine. Donc, les sédiments qui m'intéressent, c'est ceux qui sont situés plutôt aux alentours de Reims, parce qu'on peut voir à la fois des sédiments littoraux et des sédiments continentaux. L'idée, ça va être de pouvoir analyser à la fois des individus qui proviennent du littoral et du continental pour voir quelle était la variabilité climatique au cours d'une période extrêmement chaude de notre planète dans ces environnements qui sont pour le moment quand même mal connus géologiquement, et ça permettra ainsi de mieux peut-être définir les modèles pour le futur. Plus précisément, les sites sur lesquels je travaille, j'ai pu y accéder grâce à différentes associations, grâce au travail avec des collectivités. Et par exemple, on a celui de Mancy ici, qui se situe un peu au sud de Reims, avec des dépôts continentaux. On va retrouver du vertébré. Donc on a la représentation ici avec des mammifères. Donc les mammifères à l'époque, c'est des sortes de petits chevaux, ils vont jusqu'à la taille du genou, ou des crocodiles, ou des invertébrés d'eau douce, donc comme les uniaux par exemple, qu'on retrouve encore dans l'actuel. Il y a aussi des dépôts littoraux, donc ici on a des photographies du site de Cuise-la-Motte, qui est un site important pour la période étudiée, avec par exemple des huîtres
dont le fonctionnement est très bien connu dans l'actuel. C'est pour ça que c'est un très bon indicateur climatique dans le passé également. Et on a aussi le site de Soissons, qui montre à la fois des dépôts continentaux et des dépôts littoraux. Ce qui est bien, c'est que les différents sites vont permettre de voir l'évolution des températures et de la variabilité de ces températures à différentes périodes. Donc là, par exemple, on voit qu'on a un plateau, mais au cours de ce plateau, on a une période quand même, la période 2, qui est une période vraiment chaude, comparée à la période 1, où on est dans la montée. Donc ça permettra de voir l'évolution de ces températures et de leur variabilité. Et pour les travaux qui sont actuellement en cours, que je suis en train de faire maintenant, à l'instant T, on peut voir ici une huître. Celle-ci, elle a 50 millions d'années. Et si on la découpe dans le sens de la longueur, on peut voir le crochet ici. Observé en cathodoluminescence, on fait les petits prélèvements. Et il a alors été possible de déterminer les paléotempératures. Je suis désolé pour les petits décalages, c'est souvent dû au fait que c'est un PowerPoint. Mais on peut voir que les températures vont à peu près de 24 à 39 degrés. On a bien une variabilité saisonnière qui est observée dans le bassin de Paris et dans le bassin de la Seine, dans le même temps, puisqu'on est aux environs de Reims, en domaine littoral. C'est donc les premières choses que j'ai observées pour le moment. Et dans les perspectives, ce sera d'étudier plus le domaine continental, qui pour le coup est quelque chose qui est très mal connu. Et pourtant, c'est l'endroit où l'on vit actuellement, donc c'est très important de connaître cette variabilité, avec à la fois les moules d'eau douce et les dents de vertébrés, donc les crocodiles et les mammifères. Donc pour conclure, on a pu voir que les températures estivales étaient extrêmes au cours du MECO, donc l'événement dont Damien parlait, avec peu d'influence sur les températures hivernales. Et pour ce qui est des températures estivales pour le MECO, c'est encore un peu tôt pour aller dans les interprétations, mais on peut voir aussi qu'on a des températures qui sont vraiment extrêmes. Et ces données ne sont même pas celles qui sont pensées être au pic de l'optimum. Et enfin, on a une influence marquée de la saisonnalité des pluies, comme ça peut être présenté dans les présentations précédentes, tout simplement. On a des pluies qui sont beaucoup plus marquées au cours des périodes chaudes. Merci beaucoup pour votre attention. Alors, on a déjà une question là-bas, puis une question là-haut, donc là où le monsieur a levé la main. Oui, c'est une question pour la comparaison entre votre présentation. On m'entend ? Et ce que j'ai cru comprendre de la présentation de Nicolas Gallois tout à l'heure, j'ai l'impression que ce que vous dites, c'est que donc en cas de changement extrême, et si on avait les mêmes conditions que dans les Hauts-de-Seine, on aurait probablement des températures estivales qui s'affoleraient, mais finalement, pas tant que ça de modifications en hiver, ou en tout cas pas de forte variabilité. Et j'avais l'impression que sur les aspects température, sur les modèles qu'on a donc dans une autre approche, on avait finalement un décalage vers le chaud à la fois l'été et à la fois l'hiver. Et donc, est-ce que vous pouvez commenter sur ce décalage ? Est-ce que c'est parce que vous vous intéressez à un changement qui est bien plus extrême que ce qu'ont étudie Nicolas, ou bien est-ce que c'est lié à autre chose et que ça pose question ? Merci pour la question. Alors, effectivement, là, ce qu'on voit pour les Hauts-de-Seine, c'est l'été et pas trop l'hiver. Une grosse différence, c'est que nous, on regarde les températures de la mer, pas les températures atmosphériques. Donc, c'est en ça que la thèse de Luca va être intéressante, parce qu'il y a à la fois l'aspect continental et marin, et voir s'il n'y a pas un effet de décalage, si les circulations atmosphériques jouent pas différemment par rapport aux circulations océaniques. Mais en tout cas, c'est vrai que oui, c'est un point de différence. Alors, est-ce que c'est aussi les questions qui sont liées au fait qu'on avait une quantité de CO2 qui est beaucoup plus importante aussi que normalement ce dont on devrait s'attendre. Ce qui est sûr, c'est que les modèles climatiques ne reproduisent pas forcément ce type de données pour l'époque. En tout cas, tous les modèles climatiques n'arrivent pas à reproduire ce type de données-là. Et il y a peut-être des choses qu'on maîtrise mal sur le fonctionnement climatique de l'époque. Ouais.
Bonjour, merci beaucoup pour la présentation. Juste parce que une petite demande de précision, parce que je me rappelle pas bien de la vitesse de dérive des continents. Et ma question, c'est est-ce que le bassin parisien il était beaucoup plus haut, beaucoup plus bas, ou est-ce que finalement il n'a pas changé trop de latitude il y a 40 millions d'années? Donc, quelle est sa position sur le sphère? Parce que j'imagine que vous êtes obligé de prendre cette information en compte. Et voilà. Merci. Oui, non, mais merci pour la question. Ouais, non, c'est un point qui est super important, hein, effectivement. Le bassin de Paris, il était un tout petit peu plus bas, mais pas énormément. Il était à 42 degrés au lieu de 40, enfin 45 à Bordeaux à l'heure actuelle. Donc ça reste quand même dans des latitudes comparables. Après, ce qui est sûr, c'est que pour l'époque, les zonations climatiques étaient beaucoup plus étendues vers les hautes latitudes. C'est-à-dire que la zone tropicale, elle arrivait jusqu'à chez nous. On était dans un climat tropical à l'Éocène inférieur dans la région où on est à l'heure actuelle. Et il y avait des crocodiles au Groenland. Alors, juste avant de prendre la question qui est là-bas, je vais inviter tous les orateurs et les animateurs d'Axe à s'asseoir ici pour poursuivre la session d'échange. On va prendre votre question tout de suite, madame, mais juste laisser le temps à toutes les personnes qui ont présenté de pouvoir se mettre sur scène. Bah, peut-être le temps qui monte, vous pouvez poser votre question. C'est allumé, c'est bon? Il faut que ça fasse un petit bouton vert. Oui. Oui, c'est bon. C'est bon, on vous entend. Soraya Miziti du Conseil départemental des Hauts-de-Seine. Merci pour cette présentation qui était hyper intéressante. Moi, je m'interroge en fait sur un peu la conclusion de votre étude parce qu'on nous démontrait un peu on va avoir une similitude en termes de température dans 200-300 ans, équivalente à ce qu'il y avait des millions d'années. Sauf qu'on est sur une autre échelle de temps, de changement de température. Et du coup, la transposition de dire qu'une augmentation de 12 degrés en 200 ans, c'est peut-être pas forcément la même chose qu'en plusieurs milliers d'années. Et du coup, vers quoi tendrait du coup la conclusion? Même si c'est un peu... vous êtes en cours d'étude. Ouais, non, mais complètement. Enfin, il n'y a aucun analogue réel du changement climatique actuel dans le passé parce que de toute façon, enfin, ça va trop vite. Si on devait faire une analogie avec un événement donné, ça serait soit une méga éruption volcanique, soit un impact de météorite en termes d'échelle de temps, hein, je veux dire. Donc non, il n'y a pas d'analogue complet. C'est pour ça qu'on parle plutôt d'analogue partiel du changement climatique. Mais il y a quand même des informations à tirer sur les rétroactions climatiques qu'il peut y avoir. Et surtout, l'intérêt, ça j'ai oublié de le dire, mais de regarder le passé, c'est qu'on peut mettre en parallèle de l'évolution climatique, l'évolution des signaux environnementaux. On peut voir directement les rivières, est-ce qu'elles vont changer de régime pendant le réchauffement? Est-ce que c'est décalé ou pas? Pareil pour l'évolution du niveau marin, l'évolution de la biosphère. Donc même si les échelles de temps sont plus longues, en tout cas, on peut quand même tirer des informations de tout ça, puisqu'on a accès à l'ensemble de l'événement climatique, avant, pendant et après plutôt, sur tout ça. Voilà. Merci. On va pouvoir ouvrir la séquence des échanges avec tous les scientifiques et les responsables de cet axe du Pire-Seine. J'ai cette session. Donc allons-y. On a combien de temps, François? On a un peu réduit, mais on a quand même... Allez, on a 10-15 minutes. Si vous posez des questions un peu transversales, un peu d'ensemble sur cette session, c'est le moment. Là, on n'a pas... Bonjour encore. Alors une question peut-être un peu globale avec tous ces modèles. Sur les retours du projet, des modélisations sur d'autres régions, il y a souvent des bilans peut-être un peu simplistes qui sont faits. Il va nous manquer, par exemple, à Climatera, il va manquer 25 milliards de mètres cubes, je crois, sur le sud-ouest pour les activités économiques, d'eau potable, etc. Je trouve que sur le bassin parisien, c'est peut-être moi qui ne suis pas assez au courant, il y a peu de projections un peu grossières comme ça. Et est-ce qu'on a un peu ces données, et est-ce que finalement, on sait quelle va être la situation de la quantité d'eau sur le bassin parisien de façon un peu plus précise avec les évolutions de ces modèles? J'ai pas entendu, mais voilà. Désolé. À quelle échéance?
On peut faire des projections. Donc, moi, je me rappelle, il y a quelques années dans le Pyrène, il y a eu des projections sur les hauteurs de piézomètres qui allaient descendre de façon assez importante. Est-ce qu'on reste toujours sur ces, à l'horizon 2050, des diminutions des hauteurs de nappe? Est-ce que on a raffiné? Est-ce que ça va monter ou ça va descendre plus? Est-ce que voilà, c'était un peu une question un peu générale sur la situation de l'eau générale sur le bassin. Et puisqu'on améliore les modèles, on doit avoir une vision un peu plus précise. Bon, peut-être pas d'ailleurs. Mais... Bon, désolé si c'est compliqué. C'est tout le problème des incertitudes qui a été discuté par Nicolas et Julien, et de qu'est-ce qu'on considère comme scénario de base acceptable ou pas. Est-ce qu'on considère les scénarios équiprobables ou pas? Est-ce qu'on considère les modèles hydrologiques équiprobables ou pas? Donc là, vous avez eu deux extrêmes un peu dans les présentations. Donc une équiprobabilité radicale chez Julien et une physique source de raffinement chez Nicolas. Pour répondre à ta question, faut d'abord se mettre d'accord sur quelle est l'approche qui paraît satisfaisante pour le monde opérationnel. Si tu prends Miroc 6, c'est le déluge, et il n'a aucun sens en termes d'analyse fréquentielle. Donc, est-ce qu'on le garde, est-ce qu'on le garde pas? Moi, je veux bien le garder, j'ai rien contre Miroc. Ça paraît un peu absurde, mais... pourquoi pas? Donc les 25 milliards, je ne sais pas d'où tu les tires. Je pense qu'il y a des simplifications qui sont derrière aussi, et des choix qui sont sous-jacents, une couleur de filtre, je ne sais pas. Mais pour le moment, je pense qu'il vaut mieux statuer sur l'approche et la manière dont on veut s'approprier ces résultats. Pourquoi faire, quoi. Je précise un peu ma question. Ces modèles, alors c'était Explorer 2 qui avait permis, avec après le rapport climatéral. Alors, il a sûrement plein de limites. C'était un peu ma question. Il y a eu le rapport il y a pas longtemps là de France. Stratégie France qui parle de volume d'eau manquant, etc. Donc est-ce que ces modèles utilisés, est-ce que vous qui travaillez dessus tous les jours, etc., est-ce qu'ils vous paraissent effectivement trop catégoriques? Est-ce que c'est des bonnes projections? Est-ce que l'incertitude elle est trop élevée? Et je le comprendrais, enfin la réponse dirait qu'il y a trop d'incertitude et que c'est difficile de s'exprimer. Je le comprends tout à fait, mais voilà, quelle est votre vision sur ces modèles un peu proposés? Enfin, je ne sais pas si les modèles, mais sur ces conclusions un peu proposées. Voilà, j'ai raffiné un peu ma question, désolé. Juste un élément partiel. Enfin, les changements projetés sur le sud-ouest et sur la Seine sont très différents, quoi. Sur le sud-ouest, il y a un assèchement qui est projeté clair par tous les modèles. Donc, il y a un accord des modèles sur un assèchement annuel qui est important. Sur la Seine, quand un annuel, on voit qu'il n'y a pas beaucoup de signal, quoi. Donc, les situations climatiques sont différentes. Ouais. Bonjour, c'est Victor Dupin, je travaille au SIAP. J'avais une question sur la présentation de Nicolas Gallois quand il sélectionne les modèles en fonction de leur représentativité en basse fréquence. Je me demandais pourquoi on se focalise à ce point sur la basse fréquence et pas sur les moyennes fréquences ou les hautes fréquences, même si j'imagine que haute fréquence c'est plus compliqué. Alors, considérer la basse fréquence, comme je l'ai rapidement évoqué dans la présentation, ça a plusieurs intérêts parce que ça conditionne, c'est un signal qui est conservé à différents niveaux au sein du cycle hydrologique régional. Donc ça contraint beaucoup les variations à long terme du système aquifère et avec des répercussions indirectes sur les débits de base des rivières. Alors effectivement, vous avez raison, n'importe quel signal hydroclimatique, ces variations ne sont pas uniquement expliquées par la variabilité basse fréquence. C'est une somme d'interannuel, d'interdécennal et d'annuel. Là, je me retourne vers les climatologues, et en particulier celui qui est à côté de moi. Je ne suis pas sûr que les modèles climatiques globaux, je ne suis pas sûr qu'on puisse se rattacher sur la base des produits qui sont issus de ces modèles sur ce qui est simulé à l'échelle interannuelle. À l'échelle annuelle, c'est plus considéré, pour reprendre un peu la terminologie que j'entends souvent chez les climatos, c'est un peu du bruit. Donc c'est difficile de se raccrocher sur ce critère-là
en considérant les produits climatiques. Donc, c'est un double intérêt. Donc, première réponse, c'est basse fréquence, on se rapproche là-dessus, faute de mieux, on va dire. Et ça a un intérêt aussi d'un point de vue hydrogéologique, puisque ça contraint beaucoup de choses. Voilà. C'est la raison, c'est essentiellement les critères principaux qui fait que, à bien des titres, la basse fréquence nous paraît un critère tout à fait pertinent de sélection. Voilà. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Alors, je ne sais pas si j'ose dire quelque chose d'aussi trivial après ce niveau de discussion, mais il ne faut pas oublier quand même que globalement, le volume d'eau à la surface de la Terre est constant et que c'est plus une accélération du cycle de l'eau que vraiment une différence de volume au niveau, par exemple, des bassins parisiens, me semble-t-il. Juste un point pour la question précédente, pour donner un ordre d'idée de l'amortissement par un bassin versant des fluctuations basse fréquence versus des fluctuations annuelles ou même triannuelles, voire infra-annuelles. Quand on regarde les spectres d'amortissement, en fait, dans le domaine de Fourier, on voit que les basses fréquences sont intégralement transmises dans le signal, alors que à partir de 3 ans, 1 an, on va avoir un amortissement par 100, par 1000, par 10 000. Donc c'est pas des petites valeurs, c'est-à-dire qu'on écrète complètement la variabilité haute fréquence quand on regarde la manière dont le bassin versant réagit à ces sollicitations. Donc c'est aussi pour ça que la variabilité pluriannuelle est au cœur de l'analyse qu'on mène. Gilles a une réflexion. Là, tu parles de la réaction des aquifères et donc des débits des rivières. Des débits des rivières. Débits des rivières. Mais, enfin, parce que les précipitations, c'est par essence un signal très haute fréquence, non ? Ce que ça veut dire, en d'autres termes, c'est que la manière dont ton débit moyen va évoluer, en fait, est principalement drivé par la variabilité basse fréquence du signal, et non pas par une crue aléatoire ou ce genre de choses. Le bassin versant, il filtre tout ça dans le temps. Les épisodes intenses de pluie très rapides, ils sont filtrés. Il donne quand même lieu à des inondations, peut-être locales, mais enfin... Oui, bien sûr, mais ça a des effets importants en termes d'extrêmes. Mais quand on regarde la manière dont le signal hydrologique est transformé, pour rebondir sur l'idée que la quantité d'eau est assez stable, eh bien, en fait, c'est la basse fréquence qui module la manière dont la quantité globale moyenne d'eau évolue au cours du temps. D'accord, mais il n'y a pas que la quantité moyenne d'eau au cours du temps qui compte, Non, il y a aussi les événements extrêmes qui voilà. Oui, mais c'est pour ça que les modèles hydroclimatiques globaux ne sont pas du tout adaptés pour étudier les problèmes de crues et d'occurrence de crues. Pardon. Ce qui fait ce pattern de basse fréquence ou ce qui filtre les événements par rapport à la basse fréquence, c'est pas lié aux aquifères? Parce que vous avez dit qu'il y avait 2 sources de filtres basse fréquence. Il y avait le pattern océanique, j'ai bien voulu la circulation océanique, et puis moi de vos travaux précédents, j'avais compris que effectivement il y avait des aquifères qui réagissaient très vite, et puis il y avait des aquifères qui réagissaient au contraire avec une inertie forte et qui fonctionnaient comme des filtres bas. Est-ce que du coup, ce que vous utilisez comme moyen d'exclure des scénarios, enfin des modèles, parce qu'ils ne représentent pas bien ce filtre bas, c'est lié à ce comportement des aquifères, ou pas du tout? Ça tient que compte de phénomènes qui sont plutôt climatiques. Quand on regarde les aquifères, on a différents types d'aquifères dans le bassin, des aquifères inertiels, donc les très grandes réserves qui nous intéressent, et les petits aquifères de surface. Donc dès qu'on est
face à des aquifères inertiels, la temporalité filtre passe-bas, elle s'exprime à partir d'une dizaine d'années, dans le pluriannuel. Quand on est sur des petits aquifères peu inertiels, donc sur les têtes de bassin, on voit bien que le filtre passe-bas, il est à 3 ans, quoi. Donc le plateau qui transfère tout le signal et crée tout ce qui est à fréquence supérieure de 3 ans pour les aquifères inertiels du bassin. Et plus on va aller vers les grands systèmes, et plus on va décaler en fait ce filtre vers la basse fréquence. Moi, j'avais une question sur la périodicité de ce signal basse fréquence. Est-ce qu'elle peut pas évoluer, cette périodicité? Est-ce qu'elle a évolué par le passé et est-ce qu'elle peut pas évoluer dans le futur? Auquel cas, si on utilise ce filtre, est-ce que ça va pas modifier les choses? Alors, plusieurs points de réponse. Est-ce qu'elle a évolué par le passé? Je n'ai pas les éléments. Mais une logique sous-jacente, qui est très bien répertoriée dans la littérature scientifique, c'est que un des points assez novateurs et qui nous intéresse dans le fait de considérer un critère de sélection à base physique, c'est que même si celui-ci vient à évoluer en temps futur, au moins notre critère de sélection est basé sur ce critère physique. Comment dire les choses plus clairement? En fait, c'est tout l'intérêt de considérer dans notre sélection un processus à base physique, même si celui-ci vient évoluer dans le temps futur. Et ce qui est relativement bien documenté dans la littérature scientifique, c'est que les modèles qui représentent bien cette variabilité de basse fréquence ne sont pas forcément les plus, entre guillemets, probables dans le futur, mais la logique inverse est d'autant plus vraie. Si la variabilité basse fréquence est très mal représentée dans le temps passé, il est très probable que ces modèles-là soient totalement clairement mauvais dans le temps futur. Voilà.